Plus de 1500 personnes sont mortes sur le Titanic. Mais les pires décès ne se sont pas produits, dans l'eau glacée, mais parmi ceux restés bloqués à bord. Ici Josh, de The Infographics Show. Aujourd'hui, nous allons découvrir combien de temps les gens ont survécu à l'intérieur du Titanic après le naufrage. On surnommait le Titanic le navire des rêves. Mais le 14 avril 1912, juste avant minuit, il est devenu un cauchemar. Parmi les innombrables personnes à bord qui ont trouvé la mort, la grande majorité n'a jamais été retrouvée. Seuls 337 corps ont été retrouvés, laissant plus de la moitié des passagers introuvables. On ignore précisément comment ils sont morts, mais ce n'était pas beau à voir. Ils ont tous un point commun. Alors que le grincement de la glace sur le métal résonnait dans le navire, leurs histoires finissent de la même façon. Jacob, homme d'affaires fortuné de New York, revient d'un voyage à Londres pour un accord textile. En première classe, il a profité de la cuisine et des relations mondaines. Alors que les alarmes retentissent, il est parmi les premiers sur le pont supérieur, sans chercher de place sur les canaux de sauvetage. À 72 ans, il refuse de prendre la place des femmes ou des enfants. Au lieu de cela, il aide à l'évacuation et espère qu'il restera quelques places à la fin. Mais il ne le sait pas encore. Le navire a déjà choisi comment il va mourir. Tout le monde à bord n'est pas bien intentionné. Jones a obtenu un billet de 3e classe en pariant sur les chevaux avec un ami. Cela l'arrange, car ses créanciers et la police se rapprochaient. De retour à Liverpool, il a besoin d'un nouveau départ. Il survit avec la mauvaise nourriture de la 3e classe et vole ce qu'il peut avec son billet de 3e classe. Il n'a vraiment aucune chance de monter dans un canot de sauvetage pour l'instant. Mais lorsque le chaos et la confusion s'intensifieront, peut-être qu'il pourra réussir à s'en emparer d'une place. Mais pour l'instant, il a quelques cabines vides à fouiller. Pour Jones, le Titanic n'est pas un désastre, c'est une opportunité, et cela le rend encore plus condamné. La 2e classe était choisie par les ouvriers cherchant plus de confort. Pour James et Melissa, cela valait la peine de dépenser plus pour leur lune de miel avant de quitter l'Irlande pour le nouveau travail de James à New York. Ils espéraient un voyage paisible, mais tout s'est passé autrement. Melissa, qui aurait pu monter dans un canot de sauvetage, a refusé de laisser James. Il fait tout pour l'aider à garder le moral, et cela fonctionne brièvement. Mais ceux qui veulent fuir ne sont pas tous des passagers. L'équipage a aussi dû prendre des décisions difficiles. Terence a fait de nombreuses traversées océaniques, comme technicien moteur. Ce travail difficile est mieux rémunéré que tout emploi qu'il trouverait à Londres. Alors que l'eau glacée envahit les ponts inférieurs, le sang de Terence se fige. Il ne reste qu'une chose, faire fonctionner tout le plus longtemps possible. Il espère que la compagnie a assez de canots de sauvetage, mais il n'est pas optimiste et bientôt le navire sera condamné. Après 3 heures d'évacuation, les canots de sauvetage sont épuisés, et avec eux la patience des personnes à bord. Seule une partie des passagers a été évacuée, surtout des femmes et des enfants aisés. James et Melissa arrivent sur le pont et supplient qu'on leur trouve un moyen de partir. Mais ils sont rapidement repoussés par les autres passagers, tous voulant la même chose. Soudain, le navire commence à pencher, se soulevant dans les airs alors que la proue, massivement inondée, ne peut plus supporter l'eau à l'intérieur. Des centaines de personnes commencent à glisser impuissantes sur le pont, James et Melissa parmi elles, et pour beaucoup d'entre elles, une mort dans l'eau les attend. En avril, l'eau était mortellement froide, à environ 2 degrés Celsius. On pouvait survivre à une chute dedans. On pouvait nager après le choc initial, mais ici, il n'y a nulle part où nager, et on ne tient pas longtemps. Dans de telles conditions, l'hypothermie s'installe rapidement. Tremblements violents, élocution pâteuse, confusion, somnolence, muscles qui se figent, puis défaillance des organes. La plupart des adultes tiennent 30 à 40 minutes avant que le froid ne les domine. Mais ces personnes, moins chanceuses, sont vite submergées, sans rien pour s'accrocher. Ils ne restent pas à la surface, se débattent, coulent et se noient, leurs corps disparaissant dans l'océan. De nombreuses victimes n'ont jamais été retrouvées, leurs corps ayant disparu sous les vagues. Cependant, certains corps ont dérivé avec les courants et ont finalement été retrouvés aussi loin qu'en Nouvelle-Écosse, dans un cas, puis ils ont finalement été rapatriés en Irlande. Pour certains, les débris représentent un espoir. Alors que le Titanic émerge, James et Melissa courent sur le pont. Des corps passent devant eux et tombent à l'eau. Melissa se fige. Alors qu'une famille, mari, femme et 2 jeunes enfants, crient en tombant dans l'obscurité en contrebas, elle ferme les yeux et prie. Mais il n'y a pas de temps à perdre. James saisit sa femme et les conduit à la poupe. Ils s'accrochent à une rambarde alors que le navire tremble, projetant d'autres passagers vers leur tombe aquatique. James soulève Melissa au-dessus de la rambarde. Depuis les hauteurs au-dessus de l'Atlantique glacé, ils observent le navire insubmersible sombrer au loin. Le temps presse.
Terence n'a jamais cherché de solution facile. Un homme coule avec le navire, mais à l'approche de la mort, il tente encore de fuir. D'abord, un dernier regard vers la proue. L'eau glacée monte vite autour de ses genoux alors que le navire penche. Il a déjà pris ce chemin souvent. Il doit juste vérifier que personne n'est coincé en bas. Le froid desbordant est intense, mais Terence est un homme robuste. Pendant quelques secondes, il pense qu'il peut encore s'en sortir. Une soudaine vague d'eau s'engouffre par la proue. Le navire tangue, et Terence est projeté contre une paroi métallique. Le torrent le plaque alors que l'avant du navire sombre sous les vagues. En quelques secondes, il est plongé dans l'eau glacée, cherchant une sortie dans l'obscurité, sans issue. Le compartiment est inondé. Et puis la proue du Titanic disparaît dans l'obscurité sans fond, emportant Terence avec elle. Et dès que l'eau se referme au-dessus de sa tête, le temps s'accélère. La 3e classe a été une mine d'or pour Jones, qui a déjà volé argent et objets de valeur dans d'autres cabines. Il lui reste à atteindre le pont des embarcations, espérer attraper un bébé, inventer une histoire triste et tromper les autres pour accéder à un canot de sauvetage. Étonnamment, il n'y a pas d'eau ici. Jones court vers les escaliers, mais son cœur s'arrête. Une grille en acier lui barre la route, empêchant les passagers de 3e classe d'accéder au pont supérieur. Et dans la panique, elle a dû être oubliée. Jones sait qu'il y a encore des gens coincés ici avec lui. Il a évité ces pièces. Il frappe les barreaux de ses poings, crie dans l'obscurité, pensant un instant que quelqu'un pourrait l'entendre. Puis le navire penche brusquement. Le sol se dérobe sous lui et le projette contre le mur. Alors que le Titanic passe de l'horizontale à presque la verticale, la poupe commence sa lente descente dans l'Atlantique. Jones s'agite, se retournant dans tous les sens pour trouver un endroit, n'importe où en sécurité. Il parvient à ouvrir violemment la porte d'un placard et s'y glisse. C'est un refuge, mais pour combien de temps ? Jacob n'a plus de telles illusions en tant que vieil homme. En paix avec son destin, il sait que sa famille sera prise en charge. Il a aidé des dizaines de personnes à quitter le navire avant la pénurie de canots. Il est en paix avec son Dieu. Et il est content de passer les dernières minutes de sa vie à lui parler. Dès que le chaos des évacuations s'est atténué, il se retire dans ses quartiers, une chambre spacieuse en 1re classe. Il ferme la porte et attend la fin. Alors que le navire se cabre, il serre la table de nuit tandis que la lumière de la fenêtre s'estompe. Il attend peu. En quelques minutes, la pression de l'océan atteint la coque. Cette partie du Titanic n'était pas conçue pour résister. La fenêtre, faite pour admirer l'océan, cède d'abord. Un craquement sec retentit dans l'air moins d'1 minute après le début de la descente. Le verre cède, l'eau explose à l'intérieur, et la pression commence à déchirer la pièce. En un instant, Jacob est frappé par un morceau de débris, et tout devient noir. Quand l'eau vous frappe à cette vitesse, elle ne semble pas mouillée. Elle paraît solide. James et Melissa restent suspendus au-dessus de l'eau, agrippés aux rampes. Ils luttent pour survivre, pour un futur. Ils n'ont même pas eu le temps de débuter. James serre la main de Melissa, lui promettant que tout ira bien. Des cris résonnent dans l'obscurité, venant des canots de sauvetage. Ils distinguent à peine les silhouettes des personnes à l'intérieur. Mais s'ils les voient, c'est qu'ils sont proches. Il reste donc une chance. Pourrait-il nager jusqu'à eux ? Pas d'ici, pas encore. Mais à mesure que le navire s'enfonce, la distance diminue. S'ils attendent assez longtemps, ils pourraient sauter dans l'eau et y arriver. Ce serait brutal. L'Atlantique est glacial. Combien de temps peut-on survivre dans l'Atlantique glacial ? L'hypothermie débute presque aussitôt, mais cela reste peut-être leur unique chance. James ne cesse de se répéter d'attendre, de tenir bon, mais ils n'auront pas de chance. Le navire tangue violemment, la prise de Melissa glisse et elle est projetée par-dessus la rambarde. James se jette en avant, tendant la main vers sa fiancée. Il la rattrape, mais cela a un prix. Il est suspendu dangereusement, au-dessus du vide, une main serrant celle de Melissa, l'autre agrippée à la rambarde. Ses muscles le font souffrir, chaque fibre de son corps hurle, mais il ne peut pas lâcher prise, et puis il le sent. La main de Melissa glisse, la sueur, l'air froid, la peur. Il la supplie de tenir bon. Elle le regarde, les yeux écarquillés, pleins de larmes, puis elle tombe. James la regarde plonger dans la gueule sombre de l'océan avant qu'elle ne touche l'eau. Il détourne les yeux, il le doit. Son corps tremble, secoué par une douleur brute et le désespoir. Il ferme les yeux. Il revoit sa mariée le jour de leur mariage, puis il lâche prise. Jones s'est enfermé dans un placard, désespéré de trouver un refuge. Et ça marche. Il a créé une bulle d'air suffisamment étanche pour empêcher toute inondation. Il est à l'abri des eaux déchaînées, mais dans sa boîte condamnée, sa survie se compte en minutes. Alors que la poupe massive coule sous les vagues, la pression augmente énormément. Jones attend dans l'obscurité totale alors que l'air se comprime autour de lui, ses oreilles se bouchent et il devient de plus en plus difficile de respirer. La pression dans sa tête augmente et il a l'impression que ses yeux vont sortir de son crâne.
Et puis, comme un éclair, tout s'arrête. Moins de 90 secondes après le naufrage, des vagues et craquements retentissent. Jones, la tête entre les mains, lutte pour rester conscient, sans le temps de reprendre son souffle. La coque se fissure, et en une seconde, la pression de l'eau écrase tout à l'intérieur, y compris Jones et ceux qui n'ont pas pu sortir à temps. Le Titanic subit une pression de plus de 6000 psi largement suffisante pour déchirer la poupe alors qu'il continue sa descente vers le fond de l'océan. Rien à l'intérieur ne pourrait survivre. L'effondrement de la poupe du Titanic fut si bruyant que ceux à la surface, dans les canaux ou luttant pour survivre, entendaient le métal se déchirer sous l'eau. Le Titanic n'a pas seulement coulé, il a continué à faire des victimes après avoir sombré. Comment certains ont-ils survécu à ce navire condamné ? Découvrez des récits de survivants du Titanic qui vont vous surprendre, ou regardez pourquoi les paquebots ne coulent pas pour comprendre. Une telle tragédie ne pourrait plus se produire aujourd'hui.